Peut-être d'un premier abord, faire connaissance en quelques mots en fait avec le centre de formation Le Repuy, donc qui a été créé il y a 90 ans et qui s'appelait Entraide aux jeunes par le travail. Et ça voulait déjà tout dire un peu de l'orientation qu'avait notre centre de formation à l'époque, donc ça c'était en 1933. Et puis les personnes prises en charge à cette époque, elles avaient aussi toutes sortes de difficultés, toutes sortes de troubles. Toute une partie avait des troubles physiques, avait des difficultés sociales qui étaient importantes, et puis il y avait des difficultés également psychiques, mais c'est vrai que ça a été évoqué déjà tout à l'heure, les difficultés psychiques en 1933 à l'entre-deux-guerres, elles étaient très moyennement considérées, disons, ou en tout cas pas soignées. Aujourd'hui, le Repuy, c'est 400 apprentis qui sont en formation. Et élément important, ils sont pour moitié en formation dans notre centre, mais aussi pour moitié en formation dans le cadre de l'économie, donc dans des entreprises directement. Et c'est vrai que cet aspect est extrêmement important parce que notre ambition, c'est que le jeune commence sa formation chez nous et la termine, ou en tout cas la poursuive justement en entreprise. Donc les moyens qu'on a aujourd'hui, comparés à l'époque, mais d'une manière générale, nous les trouvons importants. Et c'est vrai que c'est en particulier grâce au soutien de l'assurance invalidité qu'on peut mettre en place ces soutiens importants. Mais ça a aussi une contrepartie à la fois politique, économique. C'est que ces moyens importants en fait, qu'on nous confie, ils induisent aussi une exigence de résultat qui est tout aussi importante. Et c'est vrai que là, il y a l'assurance invalidité maintenant parle plus de révision, mais de développement continu. C'est un peu plus pudique en fait de l'appeler probablement de cette manière-là. Et c'est vrai que ça oriente clairement l'assurance invalidité vers une exigence de résultat, c'est-à-dire d'insertion professionnelle des jeunes au terme du cursus de formation qui est nettement plus élevée. Au travers justement des différents axes de notre centre de formation, il y a 4 étapes, là somme toute traditionnelles. On pourrait reporter ces éléments-là dans pas mal de centres de formation. À relever peut-être que sur l'aspect de la formation, on a des formations AFP, quelques formations CFC et on a également passablement de formations pratiques qui sont des formations internes et nous nous basons actuellement sur le programme de formation ou plan de formation INSOS justement pour déployer ces formations pratiques. À noter que là, en termes d'employabilité, au terme de la formation, que ce soit une formation pratique, une formation AFP ou une formation CFC, c'est bien plus la posture du jeune en entreprise qui sera déterminante que les compétences qu'il aura apprises. En gros, un jeune qui a un CFC mais qui n'a pas une bonne stabilité personnelle va pas conserver son emploi ou va pas le trouver. Par contre, un jeune qui a de la peine mais qui s'en donne pour faire court, lui va conserver justement son travail justement dans l'entreprise en question. Je vais développer les 3 derniers aspects un peu plus loin et me pencher un peu sur l'accueil. C'est un élément extrêmement important en fait pour nous. On l'a vu aussi au travers des différentes présentations qu'on a vues ce matin. Les jeunes qu'on accueille, ils ont bien plus d'expérience que nous avec leur propre handicap. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Donc, il faut partir avec beaucoup d'humilité quand on accueille justement ces apprentis. Ils ont vécu toute leur vie avec leurs différents troubles. Et en plus, ils connaissent, pour toute une partie, très bien les schémas des professionnels que nous sommes. Donc, avant qu'on ait posé la question, eux, ils connaissent déjà la réponse. Ça, c'est quelque chose qui est très, très clair aussi pour nous. Donc, c'est de pouvoir contourner, en fait, ces éléments-là. En l'occurrence, lors de l'accueil, de pouvoir comprendre quel était le parcours qu'il a eu, qu'est-ce qui a déjà été mis en place. Et puis aussi, dans cet accueil qu'on fait avec les parents, ça, c'est un autre élément essentiel, c'est de comprendre quel est le chemin qu'ont fait également les parents par rapport aux difficultés justement que rencontre leur fils ou leur fille. Et ça, c'est un élément justement qu'on essaye de soigner dans l'accueil. 1, de ne pas réinventer la roue, et puis 2, de prendre en charge, ou en tout cas d'avoir une vision globale des apprentis ou de la situation justement qui nous occupe. Pour reprendre un élément qui a été évoqué tout à l'heure par Madame Fiorini Bernasconi, c'est de comprendre les habitudes de vie de l'apprenti et puis de sa famille dans le cadre de la formation.
Alors, nous, on n'a pas de statistiques par rapport à combien de jeunes, en fait, ont des mesures de soutien, parce qu'au fond, le 100% des apprentis qu'on accueille sont au bénéfice de mesures de l'assurance invalidité. Donc, ça veut dire que potentiellement, ce n'est pas le cas, hein, mais potentiellement, on pourrait avoir le 100% en fait, de nos apprentis qui auraient des mesures de compensation qui pourraient être mises en place. Après, au niveau des troubles, alors là, on a les 10, on n'arrive plus à les compter, les 10, tellement on en a, en l'occurrence, chez nous, il y a dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, etc., etc. Enfin, on a tout un panel. Et là où ça commence à devenir compliqué, c'est qu'il y a plusieurs 10 qui cohabitent chez une personne, par exemple, une dyspraxie et une dyslexie, qui sont importantes justement chez les jeunes en question. Donc, comme je l'ai dit, toutes ces difficultés en fait, ont été reconnues médicalement, sinon il n'y aurait pas un dossier de l'assurance invalidité qui aurait été ouvert, il n'y aurait pas une mesure qui aurait été mise en place justement par l'assurance invalidité. Et puis, alors justement, ces éléments-là, je reviendrai sur l'aspect des attestations médicales tout à l'heure, ça ne va pas être pour enfoncer le clou, mais quand même pour insister un tout petit peu là-dessus. Eh bien, un autre point aussi tout important, justement, c'est que le diagnostic qui est posé parfois, il dit rien, en fait, de la limitation que le jeune aura dans son cadre professionnel. Déjà parce que diagnostic, il va diagnostiquer une maladie, mais pas forcément les impacts directs qu'aura la maladie sur le métier. Le métier n'est pas connu. Donc, si vous êtes dyslexique, ça a un impact différent si vous êtes OP de commerce ou si vous êtes maçon. Donc, ces éléments-là, c'est aussi des éléments justement donc, qui sont importants. Donc, pour nous, ce qui est important à considérer, c'est les limitations fonctionnelles. C'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon. On est plein de poésie hein, et de mots comme ça. Donc, on a des limitations fonctionnelles. C'est concrètement qu'est-ce que représente la difficulté de cette maladie au quotidien, justement pour la personne. Et c'est vrai que la grande difficulté avec les handicaps qui sont pas visibles, c'est qu'on peine justement à cerner ce qui est de l'ordre ou ce qui pourrait être vu comme de la mauvaise volonté ou ce qui pourrait être vu en fait comme une vraie difficulté. Pour donner un petit exemple, hein, là quand on travaille avec des entreprises, si un jeune a des troubles anxieux qui sont importants, un patron bienveillant, il va lui dire « t'inquiète pas, ça va aller ». Et là, c'est la pire chose qu'on puisse dire en fait à quelqu'un qui souffre d'un trouble de l'anxiété. Donc là, il y a tout un accompagnement justement qu'on fait, sur lequel justement je reviendrai tout à l'heure. Et l'idée justement, donc, afin de sortir de ce cercle vicieux au fond d'échecs, parce que ça c'est aussi un dénominateur commun qu'ont nos apprentis, c'est quand même un circuit d'échecs, souvent scolaire, qui est assez conséquent. C'est de pouvoir mettre en place des moyens alors, qui sont importants. Et là, c'est vrai que le soutien de l'assurance invalidité au départ et les moyens qui nous offrent au travers des mesures, c'est déjà une forme en fait, de compensation d'un désavantage justement que le jeune peut avoir. Mais l'autre élément pour nous qui est essentiel, c'est de considérer la sortie. C'est-à-dire que le jeune que nous formons, il va devoir un jour s'intégrer dans une entreprise. Ça veut dire que les étés qu'on va mettre en place à ce moment-là, on doit prévoir déjà de les enlever à un moment donné. Donc, c'est des béquilles qu'on doit mettre en place et pas des prothèses définitives, si je peux dire ça comme ça, qui devront être appliquées en entreprise. En entreprise, on ne pourra pas mettre en place, de loin pas, tous les éléments qu'on met en place justement dans un centre de formation. En plus de cet élément-là, l'assurance invalidité nous demande tout au long de la formation de l'apprenti quel va être son taux de rendement à la sortie. Ça, c'est un élément primordial, en fait, cet aspect de taux de rendement, parce qu'il va déterminer le droit à la rente ou pas, et il va déterminer le droit à une formation ou pas. Donc, cet aspect de projection, alors, honnêtement, c'est la boule de cristal hein, pour se dire, voilà, un jeune qui arrive chez nous, il a 16 ans, et puis il choisit le métier X et il aura un taux de rendement de 80% à la sortie. Très sincèrement, c'est un exercice qui est assez périlleux. Mais enfin, avec les éléments qu'on récolte, on essaye justement de considérer ces éléments-là.
On a passablement évoqué justement l'orientation, et ça a été évoqué justement tout à l'heure. Pour nous, l'orientation, c'est vraiment le moment clé dans la formation du jeune. Là, actuellement, on le vit pleinement. Donc, les apprentis qu'on reçoit, ceux qui sont rentrés, par exemple, au mois d'août, ont droit à une mesure, là aussi de l'assurance invalidité, de 3 mois d'orientation. Donc, en 3 mois, on doit trouver le bon métier et le niveau de formation. Et c'est vrai que c'est extrêmement court, hein, 3 mois pour faire ces exercices-là. Et puis, dans ces 3 mois, on a aussi une forme de rôle de briseur de rêve. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des ambitions de la part des parents, il y a des ambitions de la part du jeune, et nous on arrive là, nous on a une obligation de résultat, c'est-à-dire que maintenant, jusqu'à maintenant, le jeune il pouvait toujours se dire « Ah ben tiens, plus tard j'aimerais faire… » Allez, on va prendre l'exemple de Michel, c'est un nom fictif, qui voulait faire graphiste. Mais graphiste, il ne pourra pas faire ce métier-là, Michel, parce qu'il y a des difficultés qui sont trop importantes. Et puis on doit faire redescendre Michel, on doit faire redescendre quelque part ses parents vers les éléments plus concrets en leur disant, voilà, nous dans 3 mois, il y a le sablier qui est en route, dans 3 mois, on doit donner une décision, faire une proposition à l'assurance invalidité, sinon la formation se termine dans notre centre. C'est extrêmement rude, à la fois pour le jeune, et puis également pour ses parents, de se dire, tiens, jusqu'à maintenant, on pouvait toujours essayer d'imaginer d'autres possibilités ou que notre enfant pourra faire son métier de rêve. Et là, on arrive en fait dans un contexte où on pose les choses de manière… on n'est plus dans une zone grise. Là, maintenant, c'est noir ou blanc. Et ça, c'est vrai que c'est un travail en fait, d'accompagnement qu'on fait avec les entreprises, avec les parents, pardon, excusez-moi, qui est aussi essentiel. Et probablement que c'est à ce moment-là qu'on travaille en fait sur des éléments de sortie, hein, comme on a parlé de recours tout à l'heure ou de problèmes relationnels qu'ils pourraient avoir. En faisant mal le travail à l'entrée, on se fabrique les problèmes qu'on a évoqués à la sortie. Donc on travaille beaucoup pour justement essayer de rencontrer ses parents, de rencontrer le jeune. Et là, dans le cas de notre ami Michel, après différents stages dans nos secteurs professionnels, il voulait faire graphiste. On s'est dit on va essayer de faire quelque chose ou de l'orienter ou de lui faire tester des métiers qui sont en lien avec l'image ou avec les supports papier. Donc on l'a aiguillé vers notre secteur des arts graphiques, mais là plutôt vers le façonnage, qui est un secteur où on est plutôt dans l'après, c'est-à-dire où on prépare les documents en les découpant ou en les mettant sous pli. C'est un domaine où il y a de l'employabilité à la sortie, donc c'est un domaine pour nous où une construction de projet, c'est une AFP d'ailleurs, qui est tout à fait vendable. Donc c'est le projet qu'on va proposer pour ce jeune, qu'on va proposer à l'AI, et puis l'AI là va donner justement son aval pour dire ok, nous on est d'accord en fait de partir sur une AFP dans ce domaine-là. Et une fois le métier trouvé, là on démarre en fait la formation, et c'est là où il y a le moment qui est important. Si Michel par exemple avait des compétences au niveau de la dextérité qui était bonne. Par contre, il avait des difficultés qui étaient extrêmement importantes pour se positionner dans l'espace. Il avait des troubles au niveau de l'orientation qui étaient extrêmement importants. Donc c'est vrai que quand il arrive dans notre atelier, il doit se reconstruire en fait tous ses repères. Et ça, c'est un élément en fait, où on l'accompagne, et là, c'est plus un élément où on l'accompagne à développer des stratégies, c'est-à-dire de dire, voilà, vous êtes dans un nouveau local, maintenant, quelle stratégie vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir travailler dans cet espace de manière la plus efficace possible. Et ces jeunes sont vraiment dans une situation qui est compliquée, parce qu'ils n'ont pas plus de temps que les autres pour apprendre leur métier, et ils doivent apprendre leur métier en fonctionnant avec leurs troubles. Donc c'est plusieurs avantages au fond qu'ils amènent de front. Et c'est vrai que c'est à ça que servent au fond nos étés, qu'on met justement en place dès le départ dans la formation, et on en met souvent beaucoup dès le départ pour pouvoir les enlever au fur et à mesure et faire en sorte
que lorsque ce jeune, justement, arrive en entreprise, il n'y ait plus besoin, justement, de tous ces éléments d'appui qu'on a évoqués. Tout au long de la formation, on évalue justement l'effet de ces étais qu'on a mis en place et on fonctionne beaucoup avec le système essai-erreur en partant de l'idée qu'il n'y a pas une situation qui est identique. On peut être sûr que si on part en disant « Ah oui, non, mais on avait un trouble à peu près du même type là, qu'on va partir, la même chose en fait avec ce jeune-là, 9 chances sur 10 qu'on soit à côté. » Donc là, on est dans un réglage continu de la formation ou de ce qu'on met en place justement pour accompagner ce jeune et on recorrige ce qu'on met en place justement avec cet apprenti. Et à ce stade-là, c'est important aussi d'évoquer les coordinations qu'on a avec les autres corps de métier. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du 20% au fond que le jeune a, que ce soit dans les écoles professionnelles ou autres, mais il y a 80% dans l'entreprise, le jeune. Et ce 80%, son trouble, il ne l'a pas quitté. Donc, il n'est pas seulement sur son lieu de cours, il est également sur son lieu de travail, voire sur son lieu de vie où il habite, qu'il soit hébergé chez nous ou pas. Et c'est vrai qu'on essaye, nous, de ne pas mettre en place des mesures qui ne pourraient pas être mises en place dans un centre de formation professionnelle, d'un point de vue théorique. On créerait en fait une situation complètement artificielle où le jeune, déjà, il pourrait dire « Ah oui, non, mais là, c'est mieux, en fait, parce que j'ai tel ou tel appui que je peux solliciter, et puis là, je ne l'ai pas. » Donc, on est toujours dans cette construction de stratégie avec les moyens que peuvent mettre en place, plusieurs fois ça a été évoqué, le réseau, donc plusieurs moyens que peuvent mettre en place le réseau. Mais là, le réseau, on inclut l'entreprise, on inclut évidemment nos ateliers, mais ça à l'interne c'est plus facile au début de la formation. Où ça se complique, c'est quand on est en cours de formation, où on doit là aussi coordonner justement ces mesures. Et pour Michel par exemple, qui va au cours à l'ERACOM, là c'est important qu'on ait des discussions avec les enseignants justement de cette école pour dire voilà nous les mesures qu'on met en place, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et comment on peut être complémentaire dans notre approche. Que ce soit tant dans l'appui des cours théoriques ou dans l'appui des cours ou l'appui de la pratique, pardon. Au niveau de l'insertion, ça je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pour ça qu'on nous paye quelque part. L'assurance invalidité nous achète de l'employabilité. Donc pour nous, c'est hyper important qu'on ait une insertion qui soit la plus durable possible. Et puis, alors là, j'ai vraiment foncé des portes ouvertes, hein, les bonnes compétences, la bonne attitude et la bonne entreprise. Donc là, tout le monde rêve en fait d'avoir un employé comme ça. Et il n'y a plus de problème. Pour nous, cette insertion, on la travaille beaucoup au travers des stages qu'on met en place justement dans les entreprises. Et là, en l'occurrence, dans le cas de ce jeune, donc qui a fait une année de formation de notre centre, qui est en AFP, il va pouvoir continuer sa formation en entreprise. Et puis, dans le cadre de cette formation en entreprise, c'est sûr que là, lui, il a un désavantage, c'est qu'il a commencé sa formation au repuy, ou plutôt dans un cadre scolaire. Et c'est vrai que là, peut-être que nos collègues des écoles professionnelles ou écoles des métiers peuvent témoigner, le switch entre je suis dans une école professionnelle et je suis dans une entreprise, a parfois des leviers qui sont extrêmement positifs, mais parfois aussi c'est le révélateur d'autres difficultés. Il y a aussi des tolérances ou une marge de tolérance qui n'est pas la même. Si je prends un exemple de retard, quelque chose de très traditionnel, qui sont rien en lien avec la difficulté en fait qu'a le jeune. Là, on n'est pas en train de parler de compensation d'un désavantage. Un jeune qui est régulièrement en retard, c'est un jeune qui ne va pas pouvoir continuer justement sa formation d'entreprise. Donc là, il y a un dialogue qui est important en fait avec le patron. Pour ça, le jeune en question, il va très vite nous dire « Non mais vous savez, moi je suis en retard en fait quand je viens en repuy, mais quand je serai en entreprise, là je serai toujours à l'heure. » Alors ça, on sait évidemment que ça ne fonctionne pas, ce genre d'éléments-là. Et qu'un beau jour, le patron il va nous téléphoner, il va nous dire « Écoutez, là il est arrivé 5 fois en retard ce mois, c'est fini maintenant. Il arrive encore une fois en retard et puis ça se termine. » Et
suivant le trouble, j'ai souri tout à l'heure quand il y avait l'intolérance en fait à la frustration. C'est vrai qu'à un jeune, quand on lui dit voilà, c'est la dernière fois que tu es en retard, sinon c'est terminé, il y a des coups près qui tombent. Et c'est vrai que ces éléments coups près qui tombent à ce moment-là sont souvent rudes parce que des entreprises, c'est pas si facile que ça à trouver. Et c'était une vraie chance justement de pouvoir se dire, bah tiens, au point de vue de son parcours, donc de pouvoir dire, ben j'ai fait une partie de mon parcours puis et je l'ai terminé justement dans une entreprise, ce qui accroît considérablement justement les possibilités d'emploi pour le jeune en question. Alors justement, si notre ami Michel, lui, il a bien progressé, on voit aussi des fois en cours de formation qu'il y a des éléments en fait qui se révèlent, par exemple des douleurs dorsales, et là parfois ça nous reconduit, qui sont pas en lien avec les difficultés qui ont été détectées au départ, mais là par exemple on peut imaginer justement des douleurs de dos, etc., etc. Mais là on rentre et on essaye nous de bien séparer ce qui est de l'ordre de la gestion des bobos quotidiens et ce qui est l'association avec les limitations fonctionnelles ou justement les désavantages qui ont été évoqués. Ce qu'on constate aussi parfois, c'est que quand on peut ou on doit compenser les désavantages, c'est important de compenser que le désavantage. À la fois de le mesurer dans toute sa dimension, mais aussi, parce que là on a des jeunes qui ont un long parcours institutionnel, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ils connaissent bien les schémas, et il y a cette culture en fait, d'institutionnalisation, pardon, qui provoque parfois chez eux de dire « oui mais ça vous me le devez ». Et c'est vrai qu'on essaye de sortir de ce schéma de vous me devez ça » ou quel est le besoin. Et ça, c'est un élément qui est central pour nous, c'est de dire, OK, on ne vous doit rien en particulier. Par contre, ce qu'on va discuter ensemble, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin justement pour pouvoir achever cette formation. Un aspect de coordination sur lequel j'ai beaucoup insisté, parce que pour moi, il est central. On l'a vu tout à l'heure avec l'image des cages empilées. On est plus sur une question de répartition des moyens que de moyens en fait en tant que tels. C'est-à-dire que si on additionnait tous les moyens qu'ont les structures en question, probablement, et mieux coordonnés, probablement qu'on arriverait à faire un travail encore plus efficient. Ça, c'est un sentiment personnel, mais on travaille trop encore en silo, c'est-à-dire chacun en fait dans sa logique, chacun avec ses moyens en fait qui lui sont alloués, en omettant parfois peut-être de regarder à gauche et à droite pour voir justement comment est-ce que ça peut, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux ensemble. Donc là, la dimension interprofessionnelle est primordiale. Et puis, ça c'est une petite expérience. Mardi soir, j'étais à une réunion de parents d'élèves dans un centre professionnel. Et puis, alors, on a eu toute la présentation donc, sur la formation. Et puis, à un moment donné, est venue la question, justement, et si votre enfant souffre de dyslexie, il a droit à un peu plus de temps. Alors, je me suis un peu attaché sur ma chaise, parce que voilà, c'était tard. Et puis, vous savez, dans une réunion de parents d'élèves, celui qui pose la question, il met dans une situation délicate son bambin. Donc là, en l'occurrence, je me suis abstenu. Et puis, c'est cet automatisme, en fait, de dire, voilà, il est dyslexique, il a besoin de plus de temps. Un dyslexique, s'il a des difficultés, par exemple, dans la lecture ou dans l'appréciation des consignes, ça engendre, c'est terriblement énergivore pour le jeune justement qui souffre d'une dyslexie importante. Donc vous allez leur laisser plus de temps, donc vous rallongez juste la souffrance. Ça, il faut être clair là-dessus. Donc c'est pour ça que l'exploration de moyens complémentaires qui ne viennent pas, comment dire, aggraver la situation en question, elle doit être étudiée, ça c'est indispensable. Donc voilà, j'ai pas été plus loin en fait avec, alors mon enfant en question, il n'est pas dyslexique, donc je ne serai pas confronté à ce problème-là, mais ça frappe de voir cet automatisme, parce que c'est vrai que de créer des mesures individuelles qui répondent justement à ces difficultés individuelles, c'est extrêmement difficile et ça demande tout un champ de compétences, à la fois médical, professionnel, parce que c'est vrai qu'un médecin
il y en a peu, j'imagine, madame, qui ont travaillé dans les arts graphiques et dans le façonnage et qui vont pouvoir dire, voilà la dyspraxie en fait, dont souffre ce jeune-là, aura tel impact en fait, dans le travail quotidien de l'apprenti. Et ça, c'est des éléments justement qu'on doit pouvoir mettre en œuvre. Alors oui, la réussite d'examen elle est importante. On l'a dit tout à l'heure, les jeunes qu'on accompagne ont un parcours qui est constellé d'échecs. Donc à un moment donné, les mettre en position de réussite, c'est quand même quelque chose de juste indispensable, surtout avec les moyens qu'on a. Maintenant, les désavantages aussi, ils doivent être pris en compte à l'examen. Et honnêtement, par expérience, ça ne change rien en fait en l'employabilité du jeune. Ça a été évoqué tout à l'heure. Un jeune qui fait, que ce soit 1 année, 2 ans, 3 ans ou 4 ans en entreprise, à partir du moment où il tient dans l'entreprise en question, il est employable. Et ça, l'examen, c'est un rituel de passage, c'est un moment qui est important dans le parcours d'un apprenti, mais par rapport à ce qui nous concerne nous, c'est-à-dire l'employabilité, c'est la cerise sur le gâteau, l'examen. C'est-à-dire, si le jeune a réussi son examen et trouvé du boulot, nous, on a bingo sur ces aspects-là. Mais ce qui est l'élément central, c'est que le jeune puisse travailler dans une entreprise avec ses propres difficultés, sans justement que l'entreprise doive mettre des moyens trop importants justement pour pouvoir l'accompagner. Donc, la clé pour moi de cette réussite et de cette compensation des désavantages, je l'ai évoqué plusieurs fois, c'est cette coordination. J'insiste un peu lourdement là-dessus parce que des fois, elle est franchement compliquée à obtenir. Pas tellement avec les écoles professionnelles, mais parfois avec les spécialistes qui considèrent un peu le centre de formation comme dire, bon, ben, tant qu'il est au repuit, il est au chaud, donc on va pouvoir laisser là-bas. Mais nous, on a un sablier qui tourne, et à un moment donné, le jeune, il doit sortir en fait, de chez nous, et si possible, justement avec des résultats. La réussite dans le premier emploi, c'est aussi un élément important, cette première expérience professionnelle, probablement qu'on s'en souvient tous. Quand même, le premier patron qu'on a eu, ça reste un élément important. Donc là, on fait un travail important en fait, d'insertion dans ce premier emploi pour laisser une image la plus positive possible. Et pour conclure, pour moi, c'est surtout une bonne lecture des besoins individuels plutôt que du code des obligations qui va permettre justement la mise en place de mesures ciblées et de mesures pertinentes pour les jeunes en question. Je vous remercie de votre attention.